Bonjour et bienvenue à la sixième discussion clinique sur l'acétocétose diabétique. Comme je le fais depuis le début, on va un peu discuter là, question de se poser quelques petites questions pour se remettre certaines notions en tête. Par la suite, il va y avoir une petite mise en situation. Puis après, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet là, de la physiopathologie là, de l'acétocétose diabétique. Donc, c'est parti! Donc, petit rappel clinique ou petit quiz. Je suis une hormone endocrine sécrétée par les cellules bêta du pancréas. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Et oui, c'est l'insuline. Je suis une hormone endocrine sécrétée par les cellules alpha du pancréas. Et oui, je suis le glucagon. La prise en charge de l'acétocétose diabétique par l'insuline IV vise prioritairement le contrôle de la glycémie. Vrai ou faux? C'est faux. Le véritable target lors de la prise en charge de l'acétocétose par l'insuline IV, ce n'est pas à court et moyen terme la correction de la glycémie sanguine, mais véritablement la correction de l'acidose métabolique qui s'effectue lors là, de cette affection. Vous allez voir, je vais développer un petit peu plus loin, mais je vous donne comme un genre de petit indice. Par la suite, l'acétocétose diabétique est une urgence médicale, vrai, parce qu'on sait très bien que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que l'acétocétose diabétique est une acidose métabolique. L'acidose métabolique est une urgence médicale parce que, comme on le sait très bien, si on a une acidose métabolique, ça veut dire que le sang s'acidifie, ce qui fait en sorte que ça va bouleverser tout le métabolisme, la chimie interne du vivant et ça peut, ça met en danger l'intégrité physique de l'individu qui subit là, cette affection. Puis vous allez voir, je vais le développer un petit peu plus, de manière un petit peu plus profonde là, vers la fin des diapositives. L'acétocétose amène un déséquilibre électrolytique pouvant être mortel. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que les patients en acidocétose sont habituellement hyperglycémiques. Je ne vous dis pas qu'ils ne peuvent pas être euglycémiques parce qu'on peut faire une acidocétose diabétique tout en étant euglycémique. Ça veut dire une glycémie qui est clairement normale ou à la limite de la normale. Mais actuellement, grossièrement, le tableau clinique, c'est que ces patients-là vont être hyperglycémiques. Et on sait très bien que le glucose, va arriver au niveau rénal, parce qu'on s'entend que c'est les reins qui vont éliminer le glucose en surplus. C'est eux qui sont responsables aussi de l'équilibre acido-basique. OK? Donc, on peut dire la sécrétion des bicarbonates là, qui vont être faits par les reins. Grossièrement, lorsque le glucose augmente dans le sang, bien entendu que les reins ça se promène dans les liquides sanguins, dans le sang. Incidemment, lorsque ça va arriver au niveau de l'espace, au niveau rénal, bien entendu, les reins, eux, vont dire, ben, il y a beaucoup trop de glucose, ben, il faut l'éliminer. Mais le problème que lorsqu'on va éliminer le glucose en surplus, c'est que le sucre, le glucose attire l'eau. Ce qui veut dire, en langage beaucoup plus pointu, que le glucose a une pression osmotique beaucoup plus grande, fait qu'il va attirer l'eau. Et lorsqu'il sera éliminé par les reins, bien entendu, ce qu'on appelle la glucosurie, il va entraîner dans sa course aussi de l'eau, ce qui va amener une polyurie. Donc, le patient va énormément uriner parce que le taux, le sucre, le glucose qui est augmenté au niveau du sang, qui va passer au niveau des reins, va attirer une plus grande portion d'eau, ce qui va faire en sorte que le patient va se déshydrater. Il ne va pas juste se déshydrater en tant que liquide, il va aussi avoir une perte inhérente d'électrolytes, potassium, sodium, phosphore, magnésium. Tout ça, ça va être entraîné là, dans la perte urinaire. Donc, grossièrement, un patient qui est en acidocétose est en danger là, de déséquilibre électrolytique et je vous dirais que ces patients-là sont beaucoup plus dans l'hypo que dans l'hyper. Donc, c'était un petit aparté. Puis vous allez voir, je vais le développer de manière un petit peu plus explicite là, dans les prochaines diapositives. L'insuline IV
est le traitement prioritaire lors d'une acidocétose. Vrai. C'est véritablement l'un des seuls médicaments qui va vous permettre euh, d'extirper votre patient de l'acidose métabolique qui est en train de se produire. Pourquoi l'acidose cétose survient le plus souvent chez les diabètes de type 1? Eh oui, parce qu'ils ne produisent pas d'insuline. Donc, si le patient ne produit pas ou pas assez d'insuline, ce qui veut dire que l'insuline permet la rentrée du glucose dans les cellules, qui permet aux cellules de faire leur activité cellulaire, donc leur métabolisme, donc ce qu'on appelle l'ATP. OK? On sait très bien que vos organes sont formés principalement de cellules. Ces cellules-là se sont organisées avec des tissus conjonctifs qui sont devenus des organes et qui sont devenus des systèmes et qui ont une fonction bien précise. Donc, je pourrais vous faire l'analogie entre une voiture. Vous avez une voiture, vous n'avez plus d'essence, vous mettez les clés, le contact, vous avez vos clés, vous essayez de mettre le contact. C'est pas un problème mécanique, c'est que votre voiture, elle va pas démarrer, mais c'est parce qu'elle a pas son essence pour pouvoir démarrer puis faire ce qu'elle a à faire. Donc, c'est la même chose. Si le sucre, le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules, ça contrevient à l'activité cellulaire. Ça peut juste amener un dysfonctionnement au niveau des organes. OK? C'est ce qui explique tout ce que peut amener l'acidocétose, tous les, euh, les effets que l'acidocétose procure sur le vivant. Donc, grossièrement, l'insuline, c'est comme l'essence pour une voiture. On s'entend? Donc, quelles sont les manifestations de l'acidocétose à part la polyphagie, c'est-à-dire le besoin de s'alimenter plus, la polydyspsie, c'est-à-dire le fait de boire énormément, et la polyurie, ce qui est une diurèse exagérée. Donc, grossièrement, on a l'altération de l'état de conscience. Bien entendu, on a la déshydratation. L'altération de l'état de conscience peut être en relation avec la privation de glucose pour les cellules. Donc, ça amène un dysfonctionnement. Donc, on va venir un état, parce que votre cerveau est fait de cellules, qui s'est amalgamé avec des tissus conjonctifs, puis qui est devenu un cerveau, puis qui est devenu un organe, qui est devenu un système. Donc, altération d'état de conscience. La déshydratation, on le réfère toujours à la déshydratation causée par l'hyperglycémie, ce qu'on appelle la diurèse osmotique. Les maux de ventre sont causés par aussi tout le processus acido-basique, le décaissage des corps cétoniques. La respiration de Cosmal, c'est une respiration qui est lente, une inspiration profonde puis une expire profonde avec des pauses. Ça, c'est pour compenser le déséquilibre acido-basique. La laine fruitée est causée par la libération des corps cétoniques. Nausées, diarrhée, ça aussi, ça se réfère toujours à l'altération là, de tout le déséquilibre acido-basique qui s'effectue et la libération des corps cétoniques. Maux de tête, signe de choc, on pourrait dire dû à une déshydratation qui est comme exacerbée. La fatigue, bien entendu. C'est comme, on manque de gaz, là. Je m'excuse de vous dire cette expression-là, mais c'est comme notre corps n'a pas d'essence. Fait que c'est normal, il va venir à se fatiguer, il va venir à s'épuiser. On a la confusion, signe d'ébriété, puis ça peut aller jusqu'au coma, là. Puis l'acidocétose diabétique peut être mortelle, peut être comorbide et peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge, là. Donc, grossièrement, c'est ça. Donc, on a une mise en situation. On a Madame Sugar Cribs, 28 ans, qui est arrivée au triage avec son époux. Elle semble utilisée, elle est somnolente et se plaint de maux de ventre. Elle n'a aucun antécédent là, de maladie chronique, puis elle ne prend pas de médicaments sur une base régulière. Son mari ne comprend pas ce qui se passe. Il nous raconte que depuis un certain temps, son épouse se plaint de maux de tête, d'une soif exagérée. Puis cette nuit, elle a vomi toute une partie de la nuit. Là, il est très inquiet, puis c'est pour ça qu'il vient à l'urgence. Donc, vous êtes au triage avec cette petite mise en situation-là. Est-ce que ça vous interpellerait un peu? Qu'est-ce que vous feriez là en premier de tout avant de prendre des paramètres, les signes vitaux, comme on le dit en langage infirmier? Ouais, on lui prend une glycémie. Ben, cette glycémie-là, cette dame-là, elle aurait une glycémie à 24. Ben, bien entendu, ben là, on se poserait la question, est-ce que cette patiente-là, on la couche ou on la redirige vers la salle d'attente?
Ben, bien entendu, cette patiente-là, on va la coucher. On va aviser, bien entendu, là, le médecin de garde. Puis là, peut s'enclencher tous les protocoles là, qui sont usuels à l'urgence et faire un ECG. Parce que nous, on a en idée que c'est pas normal d'avoir un glycémie à 24, de pas avoir des antécédents, puis d'avoir ce portrait clinique-là. Donc, elle pourrait être en déséquilibre électrolytique. On va faire un ECG parce qu'on s'entend très bien qu'avant d'avoir nos électrolytes, ça prend un certain temps. On y fait une gazométrie. Puis, c'est bien entendu qu'on y ouvre une veine, là, puis elle va être vue de manière prioritaire par l'équipe médicale. Mais dans cette vignette-là, pouvez-vous me dire les signes cliniques là, qui vous sont vraiment le plus frappés? Je vous laisse un petit moment pour y penser. Bien entendu, on a la somnolence, elle semble étouffée, elle a des maux de ventre, puis une soif comme un peu exagérée. Ça, c'est vraiment des signes cliniques. Puis en plus, elle n'a pas d'antécédent, puis elle prend aucun médicament sur une base régulière. Fait qu'on peut pas penser que c'est des effets secondaires de médicaments, là. Donc, grossièrement, c'est ça. L'acidocétose, je vous le répète, c'est une urgence médicale. Bon, qu'est-ce que l'acidocétose? Je vous laisse un petit peu le temps d'y penser, puis je vais vous donner la définition. Ben, l'acidocétose, c'est une complication majeure du diabète de type 1 et parfois du diabète de type 2. On va faire une différence entre le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est vraiment une insulinodépendance. C'est-à-dire que le patient ne fait pas peu à pas d'insuline. C'est une insulinodéficience. Le diabète de type 2, lui, c'est plutôt une insulinorésistance, ce qui fait en sorte que le patient fait de l'insuline, mais on a un petit peu de difficulté avec le système porte-clés. Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple du metformin. Le metformin est l'hypoglycémia là, qui apparaît de première intention, qui apparaît dans la vie là, d'un diabétique de type 2. Parce que le metformin, lui, il va faire en sorte d'activer, de faciliter ce système porte-clés-là. Ça veut dire qu'il va faciliter le système porte-clés, donc de l'insuline qui va aller s'installer sur la cellule, qui va permettre d'ouvrir le canaux puis faire rentrer le glucose dans les cellules pour qu'elles puissent faire de l'ATP. Mais il ne faut pas oublier que non plus qu'un diabète de type 2 peut devenir à moyen long terme diabétique, donc pas un diabétique de type 1, mais un insulinodépendant. Donc, ça veut dire que le diabétique de type 2 peut faire une acidocétose métabolique s'il devient insulinodépendant, ce qui veut dire qu'au niveau de la physiopathologie du diabète de type 2, bien, le pancréas peut venir à s'épuiser. Donc, peut venir à s'épuiser, ce qui va faire en sorte qu'il va arriver à ne peut faire de l'insuline ou pas du tout en faire, ce qui va faire en sorte que parfois on voit des patients qui ont des hypoglycémias oraux et de l'insuline sous-cute. C'est que malgré le fait qu'on essaie d'activer soit le pancréas à faire de l'insuline ou à activer le système porte-clés pour l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, c'est pas suffisant pour le niveau là, basal de l'individu. Fait qu'on va voir que ce patient-là va comme développer une insulinodépendance et qu'ils vont avoir des insulines sous-cutes là, dans leur profil de pharmacie. Aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une déficience en insuline, ce qui fait en sorte que c'est un dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas, OK, qui sécrètent l'insuline. OK? C'est un dysfonctionnement là, vraiment des cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez d'insuline pour notre métabolisme cellulaire pour la formation d'ATP, qui est essentiel pour le fonctionnement là, métabolique, essentiel pour le fonctionnement là, de l'organisme humain. L'insuline, qu'est-ce que l'insuline? Je vous laisse penser un peu. Ben, l'insuline, ça permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire rentrer le glucose dans les cellules. C'est le système porte-clés. Puis ce glucose-là qui va arriver dans les cellules est utilisé pour l'activité cellulaire, donc la formation d'ATP. C'est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Je peux vous donner, je peux vous faire une genre d'analogie entre l'essence pour une voiture. L'essence pour une voiture, c'est la même chose que le glucose pour la cellule. Donc, si vous n'avez pas d'essence dans une voiture, ça va être impossible de démarrer votre voiture.
Ben, c'est la même chose pour l'insuline. S'il y en a peu à pas, ben, il va venir un temps que l'organisme va dysfonctionner, là. Ça bouleverse toute la chimie, tout le métabolisme du vivant. Cliniquement, l'acidose cétose, ben, c'est une glycémie qui est en haut de 14. N'empêche qu'un patient euglycémique peut être en acidose cétose. OK? C'est pas sine qua non, là, il faut qu'il soit d'emblée hyperglycémique. On peut être euglycémique et être en acidocétose. Il y a des BIC qui vont être en bas de 15, un pH qui va être en bas de 7. On va avoir une cétonurie, donc l'apparition de corps cétoniques dans les urines, dans l'analyse d'urine. Et on va avoir une cétonymie, ça veut dire des corps cétoniques dans le sang. Vous avez dû le voir dans les dossiers, le dosage du bêta-hydroxybutyrate, qui est l'un des meilleurs indicateurs qui nous renseigne vraiment là, que tranquillement, pas vite, on s'en va vers l'acidose cétose métabolique, qui est vraiment un signe qu'on est en train, que le processus de la physiopathologie est en train de s'enclencher là, au niveau de la cétose diabétique. Donc, grossièrement, c'est ça là, pour le portrait clinique. Grossièrement, le patient, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, le présent va présenter, pardon, le patient va présenter de la polyphagie, de la polydipsie, de la polyurie, de la fatigue, de la somnolence, peut aller jusqu'à perte de poids, nausées, vomissements, douleurs abdos. On a la respiration de casse-mal, comme je vous l'ai expliqué, profonde et lente, avec des pauses inspire-expire. Ça, c'est pour compenser le déséquilibre électrolytique. Puis on a la laine fruitée qui est euh, causée par la libération des corps cétoniques. Dans les facteurs prédisposants, on a bon, les infections, les diabètes de nouveau, débalancés, des changements métaboliques, des prises de poids là, vraiment impressionnantes. Ce qu'on peut aussi remarquer là, lors de la prise d'antipsychotiques atypiques, c'est pas tant son effet sur le pancréas, en tout cas, il n'y a rien, il n'y a aucune étude là, qui dit que les antipsychotiques vont agir sur le pancréas, mais c'est plus la prise de poids là, qui est quand même rapide, qui fait en sorte qu'il y a comme un changement métabolique qui bouleverse un petit peu le métabolisme interne. On a les pancréatites, puis on a les AVC qui peuvent prédisposer à l'acidose cétose. Grossièrement, la physiopathologie de l'acidose cétose diabétique, c'est principalement une insulinodéficience. Cette insulinodéficience-là amène un jeûne cellulaire. Ça veut dire que même si j'ai du glucose dans le sang, il ne réussit pas à rentrer dans les cellules parce que je ne fais pas d'insuline. Incidemment, ça va amener de manière là, conséquente une augmentation de la glycémie sanguine. Donc, si vous voulez un exemple, j'ai une glycémie à 30 sanguine, mais je suis toujours en jeûne cellulaire parce que je ne fais pas d'insuline. Donc, si je ne fais pas d'insuline, le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules. Donc, mes cellules sont en jeûne. Donc, mes cellules de mon corps vont envoyer un message au niveau de mon axe hypothalamo-hypophysaire. Il va, lui est en charge d'aller aller voir, là, d'aller donner des informations vers les organes. OK? Là, j'ai une information de mes cellules qui me disent que je suis en jeûne. De là, mon système nerveux central va analyser ça, va aller sur mon axe hypothalamo-hypophysaire, puis il va aller dire, premièrement, à mon pancréas, ben écoute, on a besoin de sucre. Alors, il faut que tu fasses sortir le glucagon. Comme on sait, le glucagon, c'est du glucose en réserve au niveau du pancréas, OK? Au niveau des cellules alpha, si je ne m'abuse. Donc, il va y avoir une libération du glucagon par le pancréas parce que moi, mes cellules sont en jeûne. Mais mon glucagon, il sort, mais il est toujours pas utilisé parce que j'ai pas d'insuline dans le corps ou pas assez d'insuline. Donc, mon taux de glucose va augmenter. Après cette réponse-là, ben là, mes cellules qui sont toujours en jeûne vont dire, ben ça marche pas, j'en ai pas de sucre, j'en ai pas de glucose. Alors, va s'enclencher ici. Et c'est là que le problème, que le bas va blesser, je vous dirais même juste ici, là, c'est lorsqu'on va commencer à faire de la lipolyse et de la cétogénèse qu'il va y avoir une libération de corps cétoniques. Je m'explique. La lipolyse, c'est lorsque je vais transformer mes tissus adipeux, mes acides gras,
en glucose. Ça veut dire que là, ici, mon patient, là, il est en catabolisme. C'est qu'il va prendre des molécules complexes puis il va les mettre à leur plus 5 expression. OK? Donc, la lipolyse, c'est qu'il va aller au niveau des tissus adipeux. Il va aller chercher mes acides gras puis il va les transformer en glucose. Après, il va aller au niveau de mon foie, il va faire ce qu'on appelle de la cétogénèse. Là aussi, j'ai des tissus adipeux, des acides gras que je peux transformer puis envoyer transformer en glucose puis l'envoyer au niveau sanguin. Parce que là, mes cellules sont en jeûne. Et ça ne marche pas, là. De là, c'est là que le problème il blesse. C'est quand je suis rendue à faire de la lipolyse, de la cétogénèse, quand je détruis mes acides gras, je libère des corps cétoniques. En libérant des corps cétoniques, ben, dans cette réaction-là chimique, métabolique, quand je libère des corps cétoniques, là, j'ai la laine fruitée. OK? On s'entend? Mais là, le problème, c'est que quand j'arrive ici, il va y avoir aussi, lorsqu'il y a une libération des corps cétoniques, de cette réaction chimique-là, il y a une libération d'ions d'hydrogène. Ça va s'accumuler au niveau sanguin. Puis quand ils vont arriver au niveau rénal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des reins, c'est lui qui gère tous les équilibres électrolytiques, c'est lui qui gère l'équilibre acido-basique. Fait que quand les ions d'hydrogène se libèrent de manière un peu excessive à cause de ma transformation de mes acides gras, qui vont libérer des corps cétoniques. Ces corps cétoniques-là vont libérer des ions d'hydrogène qui vont s'accumuler. Quand ils vont arriver au niveau des reins, on sait que les reins sont responsables de l'équilibre acido-basique. Ben, les ions d'hydrogène vont faire comme une image de style, là. C'est comme des Pac-Man qui vont comme se coller sur les bics, faire en sorte de les rendre incompétents comme des Pac-Man. Comme si que les ions d'hydrogène vont aller s'accoler, vont comme avaler d'une certaine manière, inhiber les bics pour les amener avec eux vers l'élimination, vers l'urine. OK? Il va être éliminé au niveau des urines. Donc, ça va faire en sorte que ça va baisser mes bics vont diminuer, puisque même si mes reins essayent de compenser, essayent de travailler, ben, j'ai les ions d'hydrogène qui vont s'accoler sur la molécule, sur les bics d'une certaine manière, puis va faire en sorte de les éliminer avec les urines, au niveau urinaire. Il va comme les inhiber d'une certaine manière, ce qui va faire en sorte que les bics vont diminuer, puis incidemment, votre pH il va diminuer. Donc là, vous allez tomber en acidose métabolique, vous allez comme tomber en acidose cétose diabétique. Vous êtes en acidose métabolique parce que vous êtes en train d'essayer, par homéostasie bien entendu, d'essayer de décaisser du sucre parce que là, vous êtes allé au niveau de votre pancréas, là, vous êtes au niveau de vos acides gras. C'est les acides gras les plus problématiques. C'est eux qui vont faire des corps cétoniques, qui vont libérer des ions, puis qui vont vous rendre acidotique. OK? Puis aussi, on va aussi un peu décaisser des protéines. Les protéines, lorsqu'ils se détruisent, ils deviennent des déchets azotés. Ces déchets azotés-là vont devenir de l'ammoniac qui va être transformé en urée par votre foie puis qui va être éliminé par vos reins. Donc, grossièrement, ça va monter votre urée puis ça peut aussi légèrement monter vos déchets azotés. OK? Mais grossièrement, le problème, quand on donne de l'insuline IV, c'est pour stopper la lipolyse et la cétogénèse. On veut arrêter la libération de corps cétoniques. Pourquoi? Parce que si on donne de l'insuline, le sucre, le glucose qui est en circulation, il va maintenant rentrer dans les cellules. Il va pouvoir nourrir mes cellules. Mes cellules vont pouvoir faire de l'ATP. Le fait que je fais de la lipolyse, de la cétogénèse, c'est parce que je suis en jeûne cellulaire. Mais si je donne de l'insuline IV, je donne de l'insuline IV, alors je fais rentrer le glucose dans les cellules. Mes cellules peuvent faire leur activité cellulaire. Donc, j'ai plus besoin d'aller chercher dans mes réserves. J'ai clairement plus besoin d'aller chercher dans mes réserves. Si je ne vais plus faire de lipolyse cétogénèse, j'ai plus de corps cétonique, j'abaisse plus mon pH, mes reins vont être capables de faire adéquatement leur équilibre acido-basique. Ils seront plus perturbés par la libération des ions d'hydrogène, puis je vais me sortir de mon acidose. Donc, l'insuline IV, c'est clairement pour sortir votre patient de l'acidose parce qu'on va stopper cette lipolyse et cette cétogénèse en nourrissant vos cellules en glucose. Grossièrement ici, je vous l'ai expliqué à maintes reprises, il va y avoir un taux de glucose qui va être élevé. Ce taux de glucose-là qui va être élevé va amener une diurèse osmotique.
Ça veut dire que le taux de glucose va augmenter au niveau rénal, puis on sait que le glucose a une pression osmotique plus grande que l'eau, puis il va tirer l'eau vers, vers les urines, là, puis vous allez l'uriner bien principalement. Vous allez aussi observer qu'il va y avoir une augmentation des déchets azotés qui sont causés parce que vous allez avoir transformé des protéines. Ça peut se refléter aussi dans votre taux d'urée qui va être augmenté. Bien entendu, cette diurèse osmotique-là va amener de la déshydratation puis des déficits électrolytiques. Ce qui est important en tant qu'infirmière, c'est de faire en sorte de... Parce qu'on sait que dans les premiers moments, quand le patient arrive avec une glycémie à 30 ou même 40, le temps qu'on installe l'insuline IV, que le traitement soit effectif, le patient reste toujours hyperglycémique. Donc, il y aura toujours une sorte de diurèse osmotique. Donc, c'est important en tant qu'infirmière, puis c'est pas pour rien qu'on fait les diurèses horaires, que la prise en charge de l'acidocétose, elle est protocolisée. Donc, on fait des électrolytes au sérier, on surveille la diurèse, on fait des ECG. Puis, ce qui est important, les filles, que lorsque vous débutez de l'insuline IV chez un patient qui est en acidocétose diabétique, c'est important d'avoir un petit portrait clinique des électrolytes et je vous dirais surtout de la kaliémie. Parce que c'est très rare que ces patients-là sont hyperkaliémiques. Ils sont plus souvent hypocalémiques ou normaux calémiques. Mais ce qui est important, c'est que l'insuline ne fait pas seulement rentrer le glucose dans les cellules, c'est un facilitateur. Il va faire rentrer le sodium, le potassium, le calcium. Tous les ions vont passer de l'espace extracellulaire vers l'intracellulaire. OK? Donc, ça assujettit encore plus grandement votre patient aux troubles des déséquilibres électrolytiques. Donc, c'est important à surveiller, puis c'est pas pour rien que c'est protocolisé, là. Parce que on sait aussi qu'un patient qui est déshydraté, il est aussi hémoconcentré. Quand je dis hémoconcentré, c'est que son sang est beaucoup plus épais. Donc, il est à risque de thromboembolie, AVC, syndrome coronarien, embolie, thrombophlébite. Donc, ce qui est important, c'est que ces patients-là doivent avoir une thromboprophylaxie parce qu'ils sont hémoconcentrés. C'est des patients qui ont subi une déshydratation. Donc, leur sang est plus épais. Ils sont hémoconcentrés. Donc, c'est important que ces patients-là aient des thromboprophylaxies, là. C'est important qu'en tant qu'infirmière, de demander au patron pourquoi mon patient n'a pas de thromboprophylaxie. Est-ce qu'il y a une condition X, Y là, que je ne connais pas? Mais c'est important d'avoir une thromboprophylaxie chez ces patients-là parce qu'ils sont quand même hémoconcentrés. Donc, le sang est plus épais. Si on veut euh, faciliter la chose, là, résumer la chose. Donc, grossièrement, c'est ça l'acidocétose. C'est vraiment le processus physiopathologique. Donc, en tant qu'infirmière, on s'en sort jamais, là. Ben, bien entendu, c'est traiter la déshydratation pour éviter le collapsus vasculaire, surveiller la diurèse horaire, les risques de déshydratation qui sont dus à la diurèse osmotique. Comme je l'ai répété, l'insuline IV est là pour corriger votre pH, OK? Corriger l'acidose. Pour ça qu'on a des gazométries protocolisées. L'acidose métabolique est délétère pour le patient, puis ça le rend instable parce que ça rend les récepteurs adrénergiques beaucoup moins compétents. OK? Ça bouleverse toute la chimie interne du vivant. L'insulinothérapie, ben, c'est pour stopper prioritairement la lipolyse et la cétogénèse. Puis bien entendu, on va aller jouer sur le glucogène, la gluconéogénèse, puis on va aller jouer aussi sur la gluconéogénèse des protéines aussi, là. On va aller travailler là-dessus, c'est sûr et certain. Le but ultime de l'insulinothérapie n'est pas la correction de la glycémie, mais plutôt la correction du pH, OK? Sanguin. Mais court et moyen terme, on veut corriger le pH, on veut corriger la cétonémie, donc les corps cétoniques dans le sang. Puis à moyen long terme, on veut, oui, avoir un effet là, sur la glycémie sanguine, là, mais ce n'est pas le target point là, dans les premiers moments, les premiers 24 heures, je vous dirais. On aime mieux une glycémie qui diminue tranquillement. C'est plus, ça engage plus de stabilité envers le patient. La correction des électrolytes, bien entendu, là, on le sait, puis on le fait
On fait les glucoseurs, puis on surveille les électrolytes, parce qu'on sait que les électrolytes, les risques associés, c'est les arythmies. Puis pour ça qu'on fait des ECG pour voir s'il n'y a pas non plus des changements là. Il y a tellement eu des gros bouleversements électrolytiques. On veut voir aussi s'il n'y a pas aussi une réponse là au niveau du tracé cardiaque. Donc, grossièrement, c'est ça, là, la prise en charge de l'acétose-cétose. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'y poser en présentiel si c'était pas clair ou quoi que ce soit, ou m'envoyer des petites questions sur le groupe Teams. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, voici mes références. À la prochaine!